Bonjour à vous qui nous suivez sur Activist TV. Bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Salia Touré, président de la plateforme ou du projet social Wele, ou l'appel, et aussi ancien président du CNJ. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, aujourd'hui avec vous, nous allons aborder quelques sujets, entre autres le projet social Wele, votre passage à la tête du CNJ, la situation socio-politique ou sécuritaire du Mali. Donc, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous qui est Mohamed Salia Touré. Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais remercier Activist TV pour l'honneur qu'il me fait d'être là ce matin pour échanger avec vous. Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter pour le travail extraordinaire que vous faites, parce que je suis Activist TV depuis un moment, permettre que la bonne information, que la vraie parole de la jeunesse se libère et faire en sorte que cette parole elle ne soit pas entortillée, comme je le dis souvent, dans des combines, je ne sais pas de quelle sorte. Et je pense que c'est un défi auquel notre pays est confronté, un défi pour lequel nous devons continuer de façon continuelle à nous engager. Et c'est ce travail, c'est ce défi qu'Activist TV travaille bien entendu à relever. Donc j'aimerais vous féliciter pour ce travail-là. Mohamed Salia Touré est un jeune Malien né à Youarou, rentré à l'école à Ansongo, une partie de mon cycle à Bourem. Ensuite, le destin m'a conduit vers Markala, dans la région de Ségou. Dans les années 94, où j'ai commencé mon second cycle là-bas, et mon lycée, j'y ai passé 6 ans. Et donc c'est à Markala que j'ai appris à parler Bamana. En 94, tout près, je ne parlais pas un mot du Bamana. Ouais. Et beaucoup de gens se félicitent ou me félicitent des poèmes en Bamana que je tiens. Ils me disent très souvent que j'ai un accent de ségovien, donc mon côté ségovien vient de là. Après le bac, j'ai fait histoire et archéologie ici avant de continuer en France pour aller poursuivre mes études. Et donc, parcours associatif, ce qui peut-être sans doute va vous intéresser. Je suis rentré dans la vie associative au lycée de Markala, où j'animais le club des amis de Amadou Ampateba. J'ai commencé par Ampateba, qui est un grand écrivain malien qui s'est battu pendant toute sa vie pour la reconnaissance de la culture africaine. Il a eu beaucoup d'influence sur moi. Mes premières lectures ont été orientées vers les œuvres d'Ampateba, et donc j'animais son club. Et donc j'organisais les jeunes au lycée pour organiser des conférences autour d'Ampateba, autour de la lettre qu'il a adressée à la jeunesse. Et donc pendant tout mon cursus scolaire, ce plongeon dans la vie d'Ampateba a eu une véritable influence sur ma personne. Après, c'était le cercle de réflexion pour jeunes, la coalition des jeunes pour le Mali qui m'a amené vers le conseil, à découvrir le Conseil national de la jeunesse en 2009. En 2010, je m'étais porté candidat pour la présidence du conseil, n'étant pas suffisamment préparé et n'ayant pas tous les réseaux qu'il fallait pour m'accompagner avant le congrès de Tombouctou 2010. J'ai désisté. Et je suis revenu encore à la charge avec d'autres camarades qui croyaient en cette action en novembre 2013 à Caille, dans le 4e congrès où j'ai été élu président du Conseil national de la jeunesse. J'ai fait un mandat, je m'étais résolu à un second mandat, j'ai été réélu en novembre 2016, histoire de pouvoir relever les défis, tous ces nombreux défis posés à notre jeunesse. Et bon, malheureusement, peut-être qu'on aura le temps de rentrer dans le débat. Moi, je suis prêt. Toutes les questions, y compris celles qui fâchent, si on dit, il n'y en a même pas. Mais je suis prêt à répondre à toutes les questions. En juin 2017, j'ai donc décidé en toute responsabilité de quitter la tête du conseil et, avec d'autres camarades, de créer le projet social notamment Aliouni Frandiaï, que vous connaissez bien, qui est un ingénieur culturel et un opérateur culturel. Nous avons mis ensemble, sous les fonds baptismaux, le projet social. Justement, avant d'arriver là-bas, on aimerait vraiment savoir
qu'est-ce qui a vraiment motivé votre démission à la tête du CNJ? Bon. Deux raisons, pour deux raisons. La première, c'est que quand je venais à la tête du conseil en novembre 2013, l'objectif que j'avais, c'était avec mes camarades, bien sûr, c'était de faire en sorte que la jeunesse soit au cœur du chantier de reconstruction du Mali post-crise. C'était cette dynamique qui nous a motivés, bien entendu. Et dans la perspective de cette ambition, on a conçu, à travers l'éducation à la citoyenneté, bien sûr, mais on a conçu dans la perspective de cette ambition, avec des experts, plusieurs programmes d'éducation à la citoyenneté. Parce que pour moi, si on veut arriver à faire sortir notre pays dans la crise actuelle, le seul bout par lequel on peut le faire aujourd'hui, c'est l'éducation à la citoyenneté. Il faut travailler à ce qui est un nouveau type de MA au Mali. Travailler sur les comportements, vous en parlez tous les jours, vous recevez tous les jours d'hommes et de femmes engagés qui parlent de ça. Et donc, c'est pourquoi par l'éducation à la citoyenneté? Pour deux ou trois raisons. Parce que c'est par l'éducation à la citoyenneté qu'on peut amener les jeunes à s'engager davantage en faveur de l'intérêt général. C'est par l'éducation à la citoyenneté qu'on peut amener les jeunes à comprendre les enjeux actuels du monde, à les interroger. Et enfin, c'est par l'éducation à la citoyenneté, ma foi, qu'on peut amener les jeunes à être les acteurs de leur propre emploi, quel que soit le secteur qu'ils auront choisi. Donc c'est pour cette raison, principalement pour cette unique raison, je me suis battu pour qu'on ait des programmes sérieux, mais des programmes qui prennent en compte les problématiques auxquelles les jeunes sont confrontés. Pour moi, le ministère de la Jeunesse aujourd'hui, voilà mon accusation, le ministère de la Jeunesse ne correspond pas au centre d'intérêt. Les programmes qui sont développés ne correspondent pas au centre d'intérêt de la jeunesse, donc ne permettent pas une véritable prise en charge de cette jeunesse. Et donc c'est pourquoi nous avons proposé plusieurs. On a été entendu quelque peu timidement, notamment la création du ministère de la Jeunesse et de la Condition citoyenne, et qui manque de contenu. Ça s'est fait à la demande du Conseil, et ça manque toujours de contenu. Voyez-vous, et donc cette ambition qu'on avait, les dysfonctionnements généralisés dans lesquels notre pays est plongé, a vite fait que cette ambition qu'on avait a été ramenée à des débats de personnes. Vous êtes journaliste, M. Diarra, vous savez aujourd'hui que les questions de fond dans notre pays, on ne peut plus les poser. Dès qu'on les pose, on les ramène à des questions de personnes. C'est X, c'est Y. On ne voit pas les questions. Aujourd'hui, quand on parle, on ne regarde pas ce qu'on dit, mais on regarde, ça vient de la bouche de qui? Effectivement. Pour crédibiliser ou pas. On ne regarde pas ce que l'on propose. Et donc, du coup, ce débat de personnes a fait que, et malheureusement, le travail de fond qu'on devait mener pour arriver à prendre en charge la jeunesse a été ramené à des cœurs de personnes. Je m'étais résolu à un deuxième mandat, pensant qu'au cours du deuxième mandat, je vais arriver à atteindre les objectifs. Malgré que le processus de renouvellement de ce deuxième mandat a été émaillé de drames, que moi j'arriverais difficilement à gommer ma conscience. Je pense au cas de la commune 6, ici, où le jeune Alfoussé Touré est tombé. Un simple renouvellement de bureau. Les jeunes ne peuvent pas se parler 100 ans, et si ça ne se termine pas par une fusillade ou prendre des coups, des haches pour se démonter. Donc j'ai dit, ça m'a convaincu de l'urgence dans laquelle notre pays est pour travailler à sortir notre jeunesse du cycle infernal de la violence. C'est pourquoi je m'étais résolu en second moment. Je suis parti, mais on est revenu de manière. Les querelles de personnes ont été encore plus fortes autour de moi. Donc finalement, le risque que je courais d'arriver à la fin du second mandat sans avoir atteint les objectifs qui sous-tendaient notre engagement en 2013 était très grand. Donc j'ai décidé tout simplement de démissionner. Vous avez entendu beaucoup de choses. Histoire d'argent, histoire que je dois être ministre, que je dois être directeur de je ne sais quelle structure. Tout ceci c'est des débats de bas état et c'est des supputations que je ne vais pas commenter. Mais à partir de votre expérience, comment définissez-vous la jeunesse malienne? Moi, quand j'observe la situation aujourd'hui, je suis consterné et comme beaucoup déçu. Mais je refuse de me résigner, je refuse de renoncer, je refuse de baisser les bras. Parce que, M. Diarra, voyez-vous, la conviction qui est la mienne, c'est que l'immobilisme, c'est la posture la plus risquée pour une jeunesse. L'immobilisme, c'est la posture la plus risquée pour un pays. Et par conséquent, je refuse de me résigner. Mettons entre nous les points, quelques
quelques points sur les îles pour éviter entre nous-mêmes sur le plateau des malentendus. Quand j'observe aujourd'hui la jeunesse malienne, le pays, une seule question se pose à nous. Et la réponse à cette question dépend de notre avenir, notre demain. Cette question, que voulons-nous être? Que voulons-nous être? Voulons-nous être des jeunes Maliens découragés qui se réfugient à chaque fois dans l'impuissance en cas de problème? Des jeunes Maliens qui sont otages de l'argent, otages de la petitesse, otages de la jalousie? Est-ce que c'est ce que nous voulons être pour notre pays? C'est qui est la situation actuelle, pour répondre à votre question. Ou, à l'opposé, on veut être des jeunes Maliens porteurs des vertus de la Orient, et ces vertus qui se résument à l'honnêteté, à la solidarité, au travail, au sens du devoir vis-à-vis de la communauté, au respect de la parole donnée, au respect de la chose. La réponse à cette question va dépendre de l'avenir, bien sûr, de notre pays. Donc, à vous entendre, votre objectif n'a pas été atteint. Oui, bien sûr que les objectifs, comme j'ai dit, qui sous-tendaient notre engagement en 2013, on risquait d'arriver à la fin encore de ce deuxième mandat sans les atteindre. C'est pourquoi j'ai dit, je refuse de faire cela et je quitte la tête du conseil. Beaucoup m'ont posé beaucoup d'autres questions. Pourquoi? Je dis non, je ne suis pas là pour des privilèges, pour des petits avantages, des petits arrangements de gauche à droite. Je ne suis pas là. Ce que je veux, c'est que la parole de la jeunesse se libère. Pas qu'elle continue à être berlificotée dans des combines de je ne sais quel genre. Et voilà pourquoi j'ai décidé, bien sûr, de quitter. Même mon engagement pour la jeunesse, mon engagement pour le pays est intact. Voilà pourquoi j'ai quitté aussitôt. Avec d'autres, on a créé le projet Social Will. Vous nous suivez, vous êtes des activistes, vous voyez tout le travail qu'on est en train de faire sur le terrain. Cela prouve que nous n'avons pas une seule graine de renoncement. D'accord. Une dernière question à propos, ou bien sur CNJ. Lors de votre passage à la tête du CNJ, vous avez été taxé de celui qui a vraiment politisé la jeunesse malienne. Je ne sais pas si c'est une étiquette ou pas, mais que pensez-vous de ces propos? Politisé dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Politisé. Je ne comprends pas cette question. Politisé? Non, moi je réponds, je me lève en faux contre cette question, contre celles et ceux qui la portent ou qui la tiennent. Et j'aimerais bien les affronter en face dans un débat pour qu'ils me disent en quoi j'ai politisé la jeunesse malienne. Je suis venu à la tête d'un conseil qui était en crise lorsqu'on quittait en novembre 2012. Il ne faut pas que les gens oublient la situation dans laquelle on était venu. La jeunesse était divisée. Le bureau légal qui était là, à la suite du coup d'État, a subi aussi un coup d'État qui a été chassé même du siège. Le siège a été pendant 8 mois fermé par un huissier ordonné par le ministre Améfoune Mahamadan, son temps. On est revenu à un état de normalité au sein du conseil après le congrès qui a porté ma modeste personne à la tête du conseil. Et donc lorsqu'on venait, l'image même du conseil était totalement ternie. Les partenaires ne croyaient pas au conseil. La jeunesse même qu'elle était censée représenter ne croyait pas. Et donc on a dû travailler dur pour mettre en place des programmes, pour récrédibiliser la structure, pour donner une nouvelle image à la jeunesse. Et donc on a fait ce travail-là. Et ce travail, on l'a fait avec beaucoup de conviction. On a réussi à mettre en place des projets, notamment le médiateur pour la paix qui était accompagné à 100% par l'ambassade des États-Unis. C'est pas fortuit. Si on était dans une action politique, certainement qu'on ne serait pas accompagné par l'ambassade des États-Unis. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'au sein du Conseil, on ne peut pas politiser le Conseil ou le mettre à la disposition de nos politiques ou des régimes. Non, parce qu'au sein du Conseil, il y a toutes les sensibilités. Il y a des jeunes politiques, il y a des jeunes apolitiques, il y a des gens, parmi les jeunes qui font de la politique, il y en a qui sont de la majorité du parti au pouvoir, qui sont de l'opposition. Même actuellement, le bureau, j'ai quelques camarades au sein du bureau qui militent dans les partis de l'opposition, d'autres qui militent. Donc on ne peut pas mettre ce beau monde ensemble et dire que... Mais à un moment donné, j'ai pris des positions que j'assume et je continuerai à assumer jusqu'au bout. Je sais pourquoi peut-être que vous insinuez quelque chose. Parce qu'une fois, oui, d'accord. Une fois, je suis passé sur un plateau de Télé Sud à Paris. Ils m'ont invité au cours de leur journal et la dame, la journaliste m'a demandé de commenter une plainte qui a été portée contre le président de la République. Et puis j'ai indiqué ce jour sur le plateau que je n'étais pas un commentateur de la vie politique. Je suis dans l'action. Je recherche des solutions pour les gens. Mais ce jour,
j'ai indiqué dans le même débat que les jeunes activistes ont relevé une ou deux phrases de ce que j'ai dit ce jour et ils ont mis sur les réseaux sociaux, les gens ont mis 48 heures ou 72 heures à me taper dessus, à me traiter de griot de IBK. Parce que ce jour j'ai affirmé que le président de la République était à l'écoute de la jeunesse ce jour-là. Pourquoi je l'ai dit ce jour? C'était en 2015, on était en 2015. Pourquoi je l'ai dit ce jour? Et j'ai même argumenté, on n'a pas écouté tous les arguments que j'ai donnés pour justifier ce que je soutenais. Parce que j'ai dit, il a, pour la première fois dans l'histoire du Mali, on a eu un premier ministre de moins de 39 ans, de moins de 40 ans. Oui. C'est lui qui a fait le choix de prendre un jeune. Est-ce qu'il n'a pas donné à la jeunesse sa chance? C'est lui qui a accepté, à notre demande, de créer le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. J'ai dit pour ces deux raisons, il me semble qu'il est à l'écoute, bien sûr, de la jeunesse. Maintenant, les autres problèmes demeurent, bien sûr, je ne suis pas rentré dans le... Mais j'ai donné les raisons pour lesquelles... Mais on a juste pris une petite partie de ce que je disais. Mohamed Salia dit que le président soutient que le président... Quand vous lancez une phrase comme ça, vous ne donnez pas ce qu'il avance comme raison. Bon, c'est sûr que ça va biaiser complètement la compréhension des gens. Mais j'assume, je continue à assumer, mais je me lève en faux contre ce débat selon lequel j'ai politisé le Conseil. Moi, je pense que ce que j'entends, que beaucoup de gens me disent, et qui me réconforte dans l'action que je suis en train de porter aujourd'hui sur le terrain, c'est que le travail que j'ai fait de mon passage à la tête du Conseil a contribué à crédibiliser la structure. Je termine en vous disant, est-ce que vous savez que lorsque j'ai quitté mon action au niveau du Conseil, mon engagement avec d'autres jeunes au sein du Conseil, nous a permis à avoir ce qu'on appelle le fonds PBF, les Peace Building Funds. Le PBF, vous avez beaucoup entendu parler de ce. C'est des négociations qui ont été menées en amont. Moi, j'ai mené ce combat, ce plaidoyer. Mais j'ai quitté juste au moment où les contrats ont été signés. J'ai quitté juste au moment où le projet, la mise en œuvre du projet devait commencer. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu vas négocier de l'argent au moment où l'argent va venir, tu quittes la structure. Parce que moi, j'ai quitté le 15 juin et les fonds PBF sont arrivés vers le 20 juin. Le programme a démarré après le 20 juin. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi? Je dis, moi, je ne suis pas là pour de l'argent. Je ne suis pas à la recherche de l'argent, je ne suis pas là pour des avantages, je ne suis pas là à chercher des passe-droits, mais je suis là parce que je suis porteur d'une vision pour la jeunesse et que j'ai envie de mettre en œuvre avec cette jeunesse. Ouais. Voilà, donc il y a quelques mois, vous avez fait le lancement d'une nouvelle plateforme dénommée Wele Wele. Dites-nous, c'est quoi Wele Wele? Wele Wele est un projet social qui est construit autour de 3 mots, ensemble, sérieux et responsable. 3 mots, parce que, comme on le dit chez nous, le monde humain est 3, le temps de voir, le temps de dire et le temps de faire. Et l'humain même est fait de 3 œufs, comme on dit. L'œuf qui nous crée, Mayakili, l'œuf qui nous met au-dessus de la bête, Hakli, c'est-à-dire l'esprit, et le 3e œuf qui est Donkli, le bonheur, qui fait la différence entre nous-mêmes les hommes. Et donc on est parti de cette trilogie pour former. Parce que voyez-vous, M. Diarra, cette première question que je vous avais posée, que j'avais posée tout à l'heure, et que voulons-nous être? J'ai dit, notre demain dépendra de la réponse qu'on va apporter à cette question. Il y a une autre question sous-jacente à cette première question, et qui est comment nous organiser. Nous, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Comment nous organiser? Est-ce qu'on doit laisser la commande politique, le gouvernail entre les mains d'hommes, les femmes, dont le logiciel est complètement en part, qui n'arrivent pas à avoir des solutions, qui ont fait en sorte que la chose politique même a été assimilée au mensonge. Toutes les paroles politiques sont assimilées aujourd'hui au mensonge. On pense qu'aujourd'hui au Mali, faire de la politique est réservé qu'aux malhonnêtes, alors que sous d'autres cieux, il faut être honnête à l'image de ce qui s'est passé en France. François Fillon, vous avez suivi, honnête, droit, travailleur, et pour pouvoir faire de la politique. Ça devait être la règle aujourd'hui, chez nous aussi, pour faire bien sûr de la politique. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ou de l'autre côté, comment nous organiser? C'est-à-dire, c'est ça que nous portons, inventer pour notre pays, pour nous-mêmes, un costume institutionnel à l'image de nos valeurs, toutes ces valeurs qu'on a perdues avant, qui étaient dans notre société, respect de la parole donnée, respect de la chose publique, l'engagement pour la communauté, l'honnêteté, la droiture, le bon leadership, tout ça dont on a besoin aujourd'hui, toutes ces valeurs qui sont en déperdition, qui vont nous permettre de construire un État courant et un État responsable qui protège, une administration au service
bien sûr, une collectivité responsable. Et tout ça, ça doit partir, bien sûr, des citoyens qui soient lui-même responsable. Parce qu'on ne peut pas exiger de nos dirigeants d'être des responsables, d'être des hommes droits si nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Donc voilà un peu la philosophie du projet social qu'on va transformer après en projet de société. Et ces idées que nous portons, c'est une vision, ce n'est pas un programme politique d'abord, c'est une vision. C'est-à-dire, ne me posez pas la question de savoir, oui, ne me posez pas la question de savoir, je sais que vous allez en venir, qu'est-ce que nous proposons pour, et combien d'écoles on veut faire, pour combien de centres de santé. Non, ça c'est le programme d'action gouvernementale, ça c'est à un autre niveau. Nous, on est d'abord dans l'élaboration d'une vision. Vous, c'est différent. Il faut avoir d'abord une vision pour le pays. Et nous, la vision que nous portons pour notre pays, c'est que nous soyons des rangs, à l'opposé de ce terme que notre président d'honneur dit souvent, Bagningo. Il a écrit un livre qui s'appelle On ne naît pas Bagningo, on le devient. Il pense, et je le pense aussi, je suis d'accord avec lui, que nous sommes dans un cycle vicieux de Bagningo. Et pour se développer, pour aller de l'avant, nous devons sortir de ça et migrer vers un cercle vertueux de Horon. Le Horon, pour nous, ce n'est pas le contraire du Namakala. Le Horon, c'est le citoyen qui a deux fondamentaux. Tu es informé, donc informé dans le sens vraiment de l'information, pas dans le sens de ce que dit l'ORTM. Tous les jours, on nous raconte des ragots sur l'ORTM, je veux le dire sans avoir la liberté de le dire. Mais l'information qui te permet toi-même, citoyen, de comprendre ce qui se dit à la télé, qu'est-ce qui est vrai dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, deux fondamentaux, citoyen qui est informé et qui travaille. On ne peut pas devenir Horon si on ne travaille pas. Donc voilà un peu les valeurs que nous portons au sein du projet social Welewi et que nous sommes déterminés avec conviction à porter pour l'émergence d'une nouvelle société de la Horon. Des actions en cours? Bien sûr, beaucoup d'actions en cours. Tous les jours, aujourd'hui, je suis venu vous voir. Et cet après-midi, je suis avec la jeunesse des 300 logements. Ce soir, nous avons notre manifeste musical que nous présentons à Blomba. 4e présentation VIP au Blomba. 6e présentation populaire. On vient de Ségou pour le festival sur le Niger, où le festival, la direction du festival a demandé à voir le manifeste Horon. Parce que c'est une formidable leçon de citoyenneté que nous donnons bien sûr à travers. Donc on a beaucoup de sorties qui sont prévues en perspective pour aller montrer le manifeste musical Horon à tous les jeunes du Mali. Mais que voulez-vous faire pour les prochaines élections? Les prochaines élections, nous allons identifier un Horon. Un Horon. Selon vous, on va soutenir qui sera dans la course. Un Horon selon vous? Un Horon, oui. Selon vous? Oui. D'accord. Un Horon, comme j'ai dit, un Horon, c'est celui-là qui est porteur de toutes ces valeurs que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais quels sont vos liens avec Igor Diarra? Bon, nous sommes proches de Mamadou Igor Diarra, parce que nous pensons qu'il est Horon. Il y a beaucoup d'autres, qui sont des Horons avec qui nous travaillons, qui partagent la vision, bien sûr, du mouvement Wele. Mais pour l'instant, nous sommes en train de travailler à construire d'abord cette identité, à faire en sorte que d'avoir un projet qui soit partagé par le plus grand nombre. Vous voyez le problème que l'erreur que nous commettons très souvent au Mali, c'est que très souvent c'est l'homme qui on cherche toujours le visage, qui est le candidat. C'est pourquoi toutes nos structures, on les a présidentialisées à mort et tout ça, on oublie derrière les idées, le projet, quel est le projet dont nous sommes portés. Moi je pense qu'aujourd'hui, nous c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes à l'étape de construction de notre projet d'abord. Ensuite après, la personne qui va porter le projet ne manquera pas. Il y a beaucoup de Horons aujourd'hui qui s'apprêtent bien sûr. Bon, en fait, quand je dis beaucoup, ils ne sont pas aussi nombreux, mais qui sont candidats pour la prochaine présidentielle. On verra. C'est lui ou celle qui a même de mieux porter notre projet et de nous mener à la victoire. D'accord. Donc, maintenant, question sécuritaire. Après la signature de l'accord pour la paix, le constat reste amer, surtout avec l'amplification des tensions actuellement dans le centre. Donc, quelle analyse ou quelle approche faites-vous de la situation sécuritaire au Mali en général? Je pense, comme beaucoup, que la situation est très difficile et elle se dégrade du jour au lendemain. Ouais. Tous les jours, la situation se dégrade. La situation dans laquelle on était après les élections présidentielles en 2013 a fortement dégradé aujourd'hui. Ils sont à nos portes, pratiquement
pas loin de Ségou, parce que des actions, on a enregistré des actions à Nyono, le président du tribunal de Nyono qui a été enlevé, personne ne sait encore où il est. Le centre s'est totalement embrasé, et le nord, n'en parlons pas. Et donc cette situation, pour moi, mérite une renégociation de l'accord. Parce que l'accord que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment caduc. Il est caduc. Même si le président n'avait pas l'attendre. Voilà, il est caduc. Il est caduc parce qu'il était prévu de mettre en place beaucoup d'actions, beaucoup de concertations juste après sa signature, en l'occurrence, je crois, 6 mois et tout. On a perdu énormément de temps. Et les ennemis de la paix ont énormément gagné le terrain sur nous. Et donc, moi, je pense qu'avec tous nos partenaires, nous devons nous réasseoir encore pour renégocier. Cette fois-ci, je préconise que ces rencontres, pas que je suis nationaliste ou autre, mais je préconise que ces rencontres, ces discussions inter-maliennes se font cette fois-ci à Bamako, ici même, mais tout en laissant la porte ouverte à nos partenaires qui nous accompagnent jusqu'ici. C'est clair qu'on est dans un monde aujourd'hui. On ne peut pas nous seuls prétendre éradiquer ce phénomène de terrorisme qui hante tous les pays qui sont autour de nous. C'est pourquoi on s'est inscrit dans le G5 Sahel. C'est une initiative formidable pour mutualiser les efforts, etc. Mais l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, moi je pense, très franchement, je vais avoir la liberté de le dire, que nous devons renégocier, ouvrir. Nous ne devons pas avoir honte. Toutes les grandes guerres que l'humanité a connues, qu'elles soient la première, la deuxième guerre mondiale, toutes ces guerres se terminent autour de table. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se dise qu'on doit s'asseoir pour discuter. Mais cette fois, ce que je préconise, c'est que ces discussions se tiennent au Mali, ici même, entre nous-mêmes Maliens, en impliquant fortement 2 entités, 2 ou 3 entités. La jeunesse, les femmes et les légitimités traditionnelles. Il y a des légitimités traditionnelles au Mali que je pense qu'on n'a pas encore touchées avec ce problème. Et que si ces légitimités traditionnelles s'impliquent véritablement, beaucoup de masques vont tomber et très facilement on aura la solution à ce problème. Mais pensez-vous que dans ces conditions, les élections sont tenables, les régionales, les présidentielles? Je crois en nos autorités. On nous dit tous les jours que les élections vont se tenir à bonne date. Nous n'avons aucune raison de douter de la parole du Premier ministre. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui l'a annoncé dernièrement à Mopti. En effet. Donc, on attend de voir. D'accord. Dans cette lutte de sécurité, de paix, quel doit être le rôle de la jeunesse selon vous? La jeunesse, d'abord, elle doit se parler. Elle doit, comment je veux dire, être des ambassadeurs de la paix. C'est ce que nous avons tenté de faire à l'époque sous mon leadership quand j'étais à la tête du Conseil. Et le projet médiateur pour la paix avait ce sens, avait tout ce sens. Les jeunes peuvent être des formidables médiateurs pour la paix, pourvu qu'eux-mêmes qu'ils soient d'abord bien formés. Et l'attitude que les jeunes doivent avoir, qu'ils soient du nord, du centre, c'est de pouvoir s'asseoir, de parler, de mettre nos divergences politiques et autres, religieuses, de côté, et de se dire que c'est notre avenir qui est en jeu. Nous, notre avenir, nous jeunes, notre avenir est en jeu. Parce que nous n'avons pas d'avenir avec un pays qui est divisé comme ça, avec un pays d'insécurité. Il n'y aura jamais de programme d'investissement, il n'y aura pas d'école, il n'y a pas d'école déjà dans une grande partie de notre pays. Donc, nous devons d'abord être conscients de la situation dans laquelle se trouve le pays, et que cette situation dans laquelle se trouve notre pays, elle nous menace plus que jamais. Nous sommes les premiers perdants. Et à partir du moment où nous avons cette conscience-là, nous devons mettre à côté nos divergences de tous les jours et faire face à l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et nous devons nous donner la main. Nous devons nous donner la main, rentrer par la même porte, comme on le dit, et sortir par la même porte. Mais malheureusement, ce qui nous est donné de voir, on le dit tout le temps, tous les jours. On est ensemble, c'est le langage de tout le monde. Mais on est ensemble, mais personne n'est ensemble. On le dit, chacun a dans la bouche, mais personne n'a dans le cœur. Nous devons l'avoir, et si nous l'avons vraiment, nous pouvons forcer les adultes, ceux qui sont devant nous, qui nous disent, à s'entendre aussi autour de l'essentiel. Pour moi, c'est ce qui est fondamental d'abord.
D'accord. Mais êtes-vous aujourd'hui fier de cette jeunesse malienne? Oui, je suis jeune, je suis fier de la jeunesse même si on ne s'entend pas. Oui, je suis fier de l'engagement que je vois dans la jeunesse, de l'énergie que je vois dans notre jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a quelques actions, ça et là, qui malheureusement et souvent, mais ne doivent pas nous faire perdre espoir dans notre pays. Moi, j'ai foi en la jeunesse et je sais que la jeunesse malienne, elle est talentueuse, elle est connectée, elle est engagée, elle est déterminée. Mais malheureusement, c'est une jeunesse que les politiques, je veux dire, ont contribué à brimer, à briser dans ses élans et dans ses rêves, ont contribué à l'écarter de l'emploi, bien sûr. Et on contribue tous les jours par des actions à décourager cette jeunesse, à la mettre de côté. Mais j'ai foi que cette jeunesse, elle peut relever le défi, et pourvu qu'elle s'entende. D'accord. Un mot pour ceux qui vraiment aujourd'hui veulent adhérer à votre plateforme? Le projet social Welwele, pour y adhérer, c'est très simple. Il suffit de nous contacter ou là-dessus, je peux donner un numéro très facile à retenir, 64 3 fois et 14 à la fin. C'est l'assistante au sein du projet social Welwele. Tout de suite, elle répond, elle donnera toute la documentation, notre manifeste, et pour les gens qui veulent adhérer. Et à partir d'elle, bien sûr, des comités, les gens peuvent être redirigés vers les commissions pédagogiques qui organisent les formations sur l'appropriation de l'idée du mouvement, ou les comités d'installation. Maintenant, dans chaque commune aujourd'hui, nous avons un point focal, ou même souvent des comités provisoires communaux qui sont mis en place. À partir de ces comités, les comités peuvent être mis en place dans les quartiers. À l'intérieur du pays, nous sommes en train de faire le même travail. Aujourd'hui, on a fait un bon maillage à Sikasso, à Mopti, à Ségou, à Kaï. Et nous sommes en phase d'identification de nos points focaux à Tombouctou, à Gao, à Kidal, Taoudeni, Menaka. Donc, au niveau de la diaspora aussi, Welwele Gabon est mis en place, Welwele Guinée équatoriale est mis en place, Welwele France aussi est mis en place. Et donc, à partir de ces entités-là, les personnes désireuses d'adhérer au sein du mouvement peuvent le faire, juste en appelant ce numéro que j'ai indiqué tout à l'heure, 64 3 fois 14 à la fin. D'accord. Que pensez-vous de Activist TV qui vous ressort aujourd'hui? J'ai commencé par ça. Activist TV, c'est une formidable initiative et qui contribue, je veux dire, à donner la bonne information, à faire en sorte que cette parole de la jeunesse, je suis les invités qui viennent à Activist TV, je suis sur un groupe WhatsApp, à partir duquel je reçois toutes les informations de l'Activist TV. Vous faites un travail formidable, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Vous faites en sorte que cette parole de la jeunesse, elle soit libérée de toutes les combines dans lesquelles elle est prise. Donc je vous souhaite bon vent et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Un message pour ceux qui nous regardent? Bon, un message surtout à l'endroit de la jeunesse. Je dis que notre pays aujourd'hui traverse une situation difficile, mais une situation qui ne doit pas bien sûr nous décourager, nous pousser à nous réfugier dans l'impuissance. Nous pouvons effectivement renverser la situation. Les problèmes d'aujourd'hui, demain, ne seront que de mauvais souvenirs pour nous, mais pourvu que nous nous engageons, la jeunesse, je l'appelle, à investir le champ politique, à faire de la politique, à refuser de se dire que la politique est réservée qu'aux autres, c'est pour les malhonnêtes. Il n'y a pas plus noble, il n'y a pas un travail plus noble que de faire de la politique. Parce que faire de la politique, bien sûr, c'est servir les autres, c'est se mettre au service de sa communauté. Donc c'est cet appel pressant que je lance à la jeunesse malienne. D'accord. Merci de nous avoir suivis sur Activist TV. À la prochaine pour un second numéro. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Mali. Merci. Merci.